Donc, on va vous parler de taxes communales et d'autonomie communale. Donc, ça veut dire qu'on va vous poser le cadre de ce que vous pouvez faire, de ce que vous ne pouvez pas faire et de ce qui vous protège par rapport à des institutions autres que la commune qui vous empêcheraient, vous obligeraient à poser certains règlements taxes. Et donc, l'élément de base qui inscrit l'autonomie communale en matière fiscale, c'est l'article 170, paragraphe 4 de la Constitution. Et cet article, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que les communes sont habilitées à établir leurs propres impôts et qu'elles détiennent un pouvoir de taxation propre. Ce pouvoir est exercé par le conseil communal qui doit adopter un règlement taxe adéquat qui gère cette taxe. Et en vertu de ce règlement taxe, le collège des bourgmestres arrête le rôle et les avertissements extraits de rôle sont envoyés aux différents redevables par le receveur communal. Et donc, en fait, l'imposition communale, les impôts communaux sont gérés par un cadre bien défini où chacun a son rôle et où il y a une séparation des pouvoirs entre le conseil communal qui décide du règlement, le collège des bourgmestres et échevins qui applique le règlement et le receveur communal, l'administration qui exerce exerce la pression administrative en fait. Donc l'autonomie fiscale communale, c'est quoi ? Alors, que peut décider une commune ? Eh bien, elle peut décider de choisir ce qu'elle va taxer, c'est ce qu'on appelle communément l'assiette de la taxe. Elle peut aussi déterminer le montant de la taxe, c'est-à-dire quel taux on va appliquer à quels éléments du règlement taxe, et elle peut aussi désigner les éléments qui seraient constitutifs d'exonération, qui permettraient à certains redevables d'être exonérés. Ça doit être prévu dans le règlement taxe, les conditions d'exonération. Ce n'est pas un élément qui est à la discrétion du collège, par exemple. Donc c'est vraiment le conseil communal qui détermine quelles sont les conditions dans lesquelles un redevable peut être exonéré. Donc, quelles sont les conséquences de cette autonomie fiscale ? Les communes ont la faculté de lever des taxes et elles représentent une bonne part de leur budget, plus de 50% de leur budget total. Voilà, merci. Donc, effectivement, la conséquence de cette autonomie fiscale, c'est que il y a donc des possibilités de lever des taxes et des redevances. On l'a dit. Alors, il faut bien faire la différence entre, d'une part, la taxe et la redevance, parce que ce sont deux choses qui sont souvent méconnues et que l'on confond. Alors, la taxe, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est un prélèvement sur des ressources des citoyens, pratiqué par voie d'autorité, pour être affecté à des missions communales pour des services évidemment d'utilité générale. Par contre, une redevance, c'est une rémunération. C'est important de comprendre ce concept parce que la redevance est réclamée donc aux usagers en contrepartie d'un service demandé par l'usager, le citoyen. Et cette rémunération, en fait, elle est en quelque sorte proportionnelle au coût du service demandé. Donc, par exemple, un passeport ou une carte d'identité, eh bien, ça coûtera nettement moins cher que, par exemple, une demande au niveau urbanistique, une attestation que le service de l'urbanisme devrait
vous remettre parce que le service de l'urbanisme doit effectivement procéder à des contrôles, des vérifications. Ça prend du temps, ça prend aussi parfois du papier. Ils doivent prendre contact avec d'autres services, parfois d'autres pouvoirs supérieurs. Donc la redevance, c'est vraiment une contrepartie d'un service demandé. Alors, parmi les taxes, il y a deux types bien différents, bien définis. Vous avez d'abord les taxes additionnelles, que vous avez certainement tous entendu parler. Donc, on parle de taxes additionnelles ou de taxes sur les centimes additionnels. Alors, ce sont des impôts en fait, qui sont levés par les communes en tant qu'impôts additionnels à des impôts enrôlés par d'autres niveaux de pouvoir. Donc, c'est un taux, donc c'est un additionnel qu'on ponctionne sur une taxe déjà existante, par exemple une taxe régionale. On va en revenir tout à l'heure lorsqu'on va définir les différents types de taxes additionnelles. Et donc c'est un taux qui doit être voté par le conseil communal. Alors, ce sont des taxes qui rapportent énormément pour les communes, hein, donc c'est plus ou moins 80% de la fiscalité communale. Alors, il existe 3 taxes additionnelles. Vous avez d'abord la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques, hein, donc la fameuse taxe à l'IPP. Donc, c'est la taxe qui frappe les revenus des citoyens. Alors, pour la petite histoire, sachez qu'en moyenne, sur la moyenne régionale bruxelloise, la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques est de 6,3%. Vous avez la seconde taxe additionnelle qui est celle au précompte immobilier. Celle-ci, elle frappe les propriétaires de biens immeubles sur la région. Et par exemple ici, en l'occurrence, c'est la région, donc c'est Bruxelles Fiscalité qui enrôle la taxe et c'est la commune en fait qui perçoit un additionnel sur cette taxe. Et en moyenne, en 2025, donc la moyenne des additionnels au précompte immobilier, c'était plus ou moins 3300 centimes additionnels. Et enfin, la troisième taxe additionnelle, c'est la City Tax. Donc la City Tax, c'est quoi? C'est la taxe qui frappe donc les hébergements touristiques. Hein. Donc vous avez les hôtels, mais vous avez aussi les maisons d'hôtes. Et donc auparavant, c'était une taxe qui était communale. Donc chaque commune qui disposait qui avait des hôtels sur son territoire avait son propre règlement de taxe. Et ici, c'est la région qui a repris l'enrôlement et qui verse donc des recettes aux communes. Alors, vous avez donc le deuxième type de taxes, ce sont les taxes purement communales. Alors, les taxes purement communales, elles sont directement prélevées par les communes qui se chargent elles-mêmes de l'enrôlement et du recouvrement. Alors, il y a toute une panoplie. Hein. Si vous allez voir dans votre commune, vous verrez qu'il y a toute une série de taxes locales qui existent, mais malheureusement, elles ne rapportent que peu de recettes. Historiquement, elles produisaient pas mal de recettes, mais souvent, les textes sont de plus en plus, les règlements sont de plus en plus souvent attaqués par les usagers, par les redevables, et elles rapportent de moins en moins. Elles ne constituent que 17% de la fiscalité communale. Alors, quelques exemples. Donc, la taxe sur les panneaux d'affichage, la taxe sur les secondes résidences, la taxe sur les bureaux. Celle-ci, par contre, rapporte un petit peu, notamment pour des communes comme Saint-Josse, où il y a beaucoup de bureaux sur le territoire. Vous avez récemment aussi une nouvelle taxe qui est la taxe co-living. Alors, le co-living, c'est quoi? C'est en fait une taxe qui frappe les logements où vous avez à la fois des espaces communs et des espaces privatifs, donc des chambres privatives. Alors, le recouvrement donc, des taxes locales est organisé par l'ordonnance du 3 avril 2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales. Alors, historiquement, c'était une loi de 96 qui gérait ce recouvrement, mais cette ordonnance est vraiment bénéfique pour les communes, notamment
pour X raisons, mais notamment parce que actuellement, les redevables ont 3 mois pour contester éventuellement une taxe, alors qu'auparavant, c'était 6 mois. Voilà, donc ça, c'est un exemple d'avancée grâce à cette ordonnance. Et alors, les redevances, on en avait parlé, hein, donc c'est vraiment un service que l'on rend aux citoyens. Donc, il y a quelques exemples qui sont présentés. Donc, vous avez la redevance sur le stationnement, l'égouttage, hein, les sépultures, donc les octrois de sépulture. Vous en avez d'autres, hein, carte d'identité, passeport, etc. Alors là, je pense que nous passons à Marianne. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on pose le cadre sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, jusqu'où va l'autonomie. Et donc, en tant qu'élu, vous travaillez dans un cadre qui est défini par la loi, et la loi la plus importante à laquelle vous êtes soumis, c'est la Constitution. Et si vous retenez dans votre parcours d'élu un principe essentiel de la Constitution, c'est le principe d'égalité des Belges devant la loi et la non-discrimination. Et donc ce principe-là, vous devez, à chaque fois que vous posez un acte, réfléchir au fait que vous avez respecté ce principe, qui est un principe constitutif en Belgique. Vous avez des règles en matière de tutelle, donc vous devez transmettre des règlements. Vous avez la tutelle a le droit de valider ou de ne pas valider votre règlement et peut l'annuler s'il n'est pas légal. En fait, la tutelle ne peut pas décider que le règlement ne lui plaît pas et juste l'annuler. Elle fait un contrôle de légalité et peut annuler votre règlement. Vous devez effectivement inscrire au budget la recette qui est liée au règlement taxe ou au règlement redevance que vous avez voté. Il y a un principe d'annualité, donc on inscrit chaque année, on le verra tout à l'heure dans la partie sur le budget, on inscrit chaque année dans le budget la recette liée à l'année à laquelle se rapporte la recette. Vous avez une règle de publicité. En fait, chaque règlement taxe doit être publié, et donc il doit être publié à la fois sur le site internet de la commune, il doit être publié encore aux valves à l'extérieur de la commune. Donc quand vous vous promenez dans une commune, vous avez toujours des jolies valves à l'extérieur qui peuvent être consultées par le public. Et vous avez également des lois fédérales et des directives européennes qui vous empêchent de taxer certaines matières. Alors, au niveau de l'État fédéral, donc l'État fédéral peut vous empêcher de taxer certaines matières. Donc, l'article 170 de la Constitution consacre l'autonomie fiscale des communes, mais réserve au législateur fédéral le droit de limiter ce pouvoir fiscal. Et donc là, vous serez confronté à ce principe essentiellement dans le cadre de recours. Donc, si on a un exemple bien particulier en tête, c'est un recours que la RTBF à Schaerbeek a introduit contre le règlement sur la taxe de bureau de la commune, sous prétexte que son statut d'organisme public lui donnait une exonération de toute taxe locale. Et donc, ce n'est que le fédéral qui peut interférer et donner des exonérations éventuelles à des taxes locales de par des règlements ou des lois fédérales qui auraient été votées. Alors, le principe de non bis et idem, donc ça signifie qu'en fait, une commune ne peut pas frapper d'un impôt un même fait qui a déjà été frappé par un impôt levé par un autre niveau de pouvoir. Donc, s'il existe déjà une taxe régionale, la commune ne pourra pas taxer à son tour le même phénomène. Donc, ici,
un exemple, donc il y a beaucoup de communes qui ont été tentées, en tout cas la commune où je travaille, les cafés à bingo, c'est une cause assez importante de nuisance et une cause assez importante d'incivilité et de dérangement de la population locale et des habitants. On ne peut pas, nous, en tant que commune, taxer ces bingos parce qu'ils font déjà l'objet d'une taxe par ailleurs. Et donc, il faut trouver un autre moyen de dégoûter, si on veut, les exploitants de ce type d'établissement. Alors, on a aussi des distinctions qui sont parfois subtiles, mais on peut quand même parfois, de temps en temps, punir ou sanctionner de manière différente un même fait. Donc, si on prend par exemple un déchet qui serait déposé sur la voie publique, un déversement clandestin, eh bien, on peut à la fois appliquer une sanction administrative communale. Donc, une sanction administrative communale, c'est une amende qui est donnée suite à une infraction au règlement général de police. Donc, chaque commune a un règlement général de police et tout contrevenant à ce règlement général de police est susceptible de se faire sanctionner par une SAC. Et donc, l'incivilité est grevée d'une SAC, mais on peut également lever une taxe. Et la taxe, elle, ne sanctionne pas le comportement, mais la conséquence du comportement qui fait qu'on va devoir nettoyer la voirie. Voilà. La salissure. Merci. Alors, effectivement, on peut constater que en matière de taxes, nous sommes limités, et notamment notre tutelle à la région de Bruxelles-Capitale nous limite de façon contractuelle, hein, puisque dans le cadre d'une certaine paix fiscale que la région souhaiterait instaurer et souhaite instaurer sur le territoire bruxellois, eh bien, on s'est engagé en fait à maîtriser la fiscalité communale tous ensemble, donc entre la région et les communes. Ceci est fondu en fait dans une ordonnance, hein, celle du 1er décembre 2022, qui vise à associer les communes dans le développement économique de la région de Bruxelles-Capitale. Donc l'engagement en fait prend la forme d'un contrat, un contrat annuel qui passe au Conseil chaque année, et ce contrat en fait prévoit que donc les communes renoncent à toute une série de taxes. Alors elles bénéficient donc d'un subside par ailleurs, hein, d'une intervention régionale par ailleurs pour compenser ce manque à gagner. Mais auparavant, vous aviez la taxe sur l'outillage, plus anciennement aussi sur la motricité, donc à la belle époque où on taxait encore toutes les sociétés qui avaient un moteur. Donc tout ça, c'est banni des taxations communales. Et voilà, l'idée, c'est de mettre un cadre et une limite à tout ce qui est taxation communale. Et notamment, effectivement, dans le cadre de cette paix fiscale, la région a repris la main sur la city tax, hein, on en parlait tout à l'heure. Donc ce n'est plus une taxe communale, mais bien une taxe qui est reprise par la région. Pourquoi ? Parce qu'avant, donc, comme je disais, il y avait un règlement et un tarif dans chaque commune. Ce tarif frappait les hôtels, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des communes qui imposaient un taux très élevé, d'autres pas, et donc il y avait une discordance dans la région bruxelloise, et donc finalement la région a dit: je reprends la city tax, je donnerai quelque chose aux communes, mais comme ça on uniformise, si vous voulez, les taux dans les 19 communes. Alors, évidemment, comme vous le pensez, c'est bien d'instaurer une paix fiscale, mais les communes sont, avec le temps, de plus en plus innovatrices et créatives, et donc on découvre que dans telle commune, aussi bien en Belgique qu'ailleurs en Europe, on crée une nouvelle taxe qui est génératrice de revenus. Mais évidemment, tout ça est recalé, enfin,
souvent c'est recalé par la région qui estime que c'est une nouvelle taxe qui met à mal, si vous voulez, le développement économique et surtout les petits commerces. Et donc il y a déjà eu des dossiers, des recours entre les communes et la région pour certains types de taxes. Mais voilà, quand ça se passe, on essaye de trouver un terrain d'entente, puisque évidemment les communes sont toujours à la recherche de moyens supplémentaires, puisque on en parlera tout à l'heure, mais l'équilibre budgétaire qui est imposé aux communes est de plus en plus compliqué. Et donc, la seule marge de manœuvre, c'est de trouver des revenus complémentaires, notamment via les taxes communales. Et donc, on va synthétiser ce qu'on a vu jusqu'à maintenant par un petit dessin. Et donc, l'autonomie fiscale est un miroir de l'autonomie communale. C'est un enjeu primordial pour les administrations locales. C'est l'image même du principe de l'autonomie communale et c'est le moyen par lequel une commune peut trouver les ressources pour financer les politiques qu'elle a envie de mener. Et donc on se retrouve toujours dans un contexte où on est en concurrence ou en tension, soit avec la région, soit avec l'État fédéral, soit avec les institutions européennes. Et donc, j'espère que c'était clair pour tout le monde et que vous êtes encore bien accrochés à vos sièges. Voilà. Question, ça après. Et donc, oui. On avait prévu les questions après. Oui, on est un peu serré en temps pour les questions-réponses. C'est pour ça je vais montrer tantôt un QR code à travers lequel vous pouvez poser vos questions et on reviendra dans les jours qui suivent. OK ? Oui. Et donc, on va vous parler maintenant d'une matière encore plus importante, c'est-à-dire les budgets et comptes d'une commune, et vous comprendrez pourquoi c'est important avec la présentation qui est entamée par mon collègue Philippe. Merci. Effectivement, le budget, en fait, c'est ce qui rythme la commune, évidemment. En tant que mandataire, vous allez voir, le budget, c'est vraiment ce qui revient régulièrement dans les conseils communaux. C'est une thématique qui revient. Pourquoi ? Parce que, évidemment, le budget, c'est le moteur. Hein, c'est donc le budget vous donne une vue d'ensemble des mises en œuvre des politiques que vous allez mener. Donc, le budget, c'est quoi ? C'est vraiment vos moyens d'action sur une année civile. On en parlera par après, mais le budget, donc, c'est vos moyens du 1er janvier au 31 décembre d'une année civile. Alors, on va aborder quelques principes généraux liés au budget et au compte. Donc, vous avez évidemment cette notion de fonds publics, évidemment, puisque tout ce qui est les ressources financières qui sont gérées par la commune, évidemment, ce sont des fonds publics, que ce soit par les niveaux de pouvoir supérieurs qui nous transfèrent des recettes, ou si c'est les parents d'enfants d'école qui nous versent leur intervention dans les garderies, etc. Tout ça, ce sont des fonds publics qu'il faut gérer, évidemment, en bon père de famille. Donc ça, c'était l'ancienne appellation. Maintenant, depuis quelque temps, on a transformé cette appellation en gestion en personne prudente et raisonnable pour mettre tout le monde d'accord. Évidemment, cette notion de gestion en personne prudente et raisonnable, ça coule de source, puisque, par exemple, les biens communaux, les écoles, etc., les bâtiments publics doivent évidemment être préservés.
Et la gestion prudente, c'est de prévoir évidemment l'entretien, notamment de ces bâtiments publics dans le budget. Vous avez cette notion aussi importante de fonctionnaire. Ben oui, donc le collège dispose de fonctionnaires, hein, donc des gens qui sont soit statutarisés, soit contractuels. Et ce personnel mis à disposition du collège eh bien, exerce évidemment la force publique, comme on l'a dit. Donc c'est vraiment ce concept de fonctionnaire qui est assermenté et qui donc réalise des prestations d'État, hein, comme on dit. Et évidemment, accroché à cette notion, vous avez la notion de responsabilité, évidemment, responsabilité envers son employeur, mais responsabilité aussi morale et de service envers la population. Alors d'autres notions liées un petit peu au cadre légal. On en parlait tout à l'heure, vous avez évidemment la Constitution, ça c'est évidemment une des bases légales de tous les textes et de tous les règlements, notamment les règlements taxes, on en parlait tout à l'heure. La Constitution énonce notamment une égalité de traitement envers tous les citoyens, et vous avez évidemment ce principe de non-discrimination. C'est peut-être bateau, mais voilà, il faut bien avoir à l'esprit que dans tous les règlements, ce principe d'égalité y figure. Alors vous avez la nouvelle loi communale, donc ça c'est le texte de base, hein, du droit communal. Il est régulièrement modifié. Hein. La dernière fois c'était en mai 2024, je pense. Et donc dans la nouvelle loi communale, on retrouve plein de choses, notamment les compétences. Alors non seulement les compétences des différentes assemblées, hein, le collège, le conseil communal, mais vous avez aussi les compétences notamment des secrétaires communaux et des receveurs communaux, hein, donc les grades légaux, hein, comme on les appelle. Vous avez par ailleurs cette notion de loi sur les marchés publics. Ça aussi, c'est un principe qui est importantissime, puisque dès qu'un euro est dépensé, cet euro doit faire l'objet de la loi sur les marchés publics. Il y a toujours ce sacro-saint principe de mise en concurrence entre plusieurs soumissionnaires. Alors parfois, c'est une procédure très lourde avec constitution d'un cahier des charges quand c'est par exemple la rénovation d'une école ou une voirie, par exemple. Parfois, ce sont des petits marchés, hein, comme, je ne sais pas moi, l'achat par exemple d'un micro, par exemple. Eh bien là, on mettra en concurrence au moins trois opérateurs, 3 fournisseurs. Mais donc, voilà, c'est ce concept évidemment très, très important, et ça renvoie au concept dont on parlait tout à l'heure, celle des fonds publics et de bonne gestion. Vous avez également la notion de règlement général sur la comptabilité. En fait, ça c'est le texte de base pour la comptabilité communale. Et oui, c'est vraiment un règlement propre, notamment pour les procédures comptables qui sont différentes à certains égards de la comptabilité des sociétés. Alors, on parlait tout à l'heure donc des assemblées. Ben, vous avez évidemment le conseil communal qui est rassemblé au moins 10 fois par an. Et donc, il regroupe évidemment tous les conseillers communaux, comme vous le savez. C'est le pouvoir législatif de la commune. Donc, c'est le conseil communal qui vote les règlements, qui approuve les conventions. C'est le conseil communal qui peut ester en justice. C'est le conseil communal qui vote le budget. Vous avez donc par ailleurs le collège. Alors le collège, c'est un petit peu le gouvernement, hein, de la commune, donc c'est le pouvoir exécutif.
Vous avez, et alors le rôle de l'administration, l'administration, on en parlait, donc c'est les fonctionnaires, ce sont les fonctionnaires. Ces fonctionnaires, ils appliquent évidemment les décisions prises en amont par le collège et le conseil. Et donc ils appliquent les décisions, et il y a aussi cette notion de contrôle des opérations. Alors le contrôle, notamment le contrôle financier par les receveurs communaux. Mais vous avez aussi un contrôle interne. Le contrôle interne, lui, c'est l'ensemble des dispositifs qui permettent de décrire et de réduire tous les risques liés à toutes les activités communales, mais pas spécialement les risques financiers. Donc, d'ailleurs, le contrôle interne est de la compétence du secrétaire communal et non du receveur. Alors, le premier acte financier auquel vous allez être confronté, ça va être le budget. Et donc, à deux exceptions près, pour l'instant, vous n'avez pas encore eu la chance de pouvoir examiner un projet de budget ou un budget, si vous êtes nouveaux élus. Donc, je pense qu'il y a pour l'instant à Bruxelles 2 communes qui ont voté leur budget. Et donc, vous allez voir que le budget est un acte politique par lequel le conseil communal établit les prévisions en recettes et en dépenses pour l'exercice financier qui vient. C'est un acte prévisionnel, donc on ne peut pas ce n'est pas quelque chose dont on est certain, mais ce qui est repris dans le budget doit être au plus proche de la réalité, aussi précis et complet avec les informations qu'on a au moment où on établit le budget. Chaque ligne budgétaire est une estimation chiffrée d'une action précise de la commune qu'elle entend mener dans l'année qui vient, et le budget vous sera proposé par le collège qui a établi le projet de budget en collaboration avec l'administration. Donc, le budget communal, enfin le budget général, même c'est pas que le budget communal, le budget est soumis à des règles très précises. Donc il y a un premier principe qui est l'annualité. Parfois on dit annualité, ça dépend. Et donc ça veut dire que le budget est constitué pour un an. Il va du 1er janvier au 31 décembre. On parle de l'unité du budget, donc le budget est un seul document, ce qui permet d'avoir une vue globale sur toutes les politiques qui vont être menées dans la commune et sur les finances communales dans leur ensemble. Donc, vous verrez tout à l'heure on va vous parler, vous me dites oui, mais il y a un seul budget, mais bon, il y a le budget ordinaire, il y a le budget extraordinaire, mais c'est un seul budget, c'est un seul document. Donc, on ne peut pas voter le budget ordinaire sans le budget extraordinaire sans le budget ordinaire. Un principe très important aussi, c'est l'universalité du budget. C'est un principe de complétude. En fait, toutes les recettes et les dépenses doivent figurer dans le budget. Tout ce qu'on sait, tout doit être inclus. Donc on ne peut pas oublier une dépense volontairement pour qu'on arrive au fameux principe dont on parlera tout à l'heure et qui est le plus difficile à atteindre. Il y a un principe de spécificité, donc ça veut dire que chaque recette et chaque dépense doit être inscrite sur un article budgétaire qui lui est spécifiquement dédié, et que cet article budgétaire, cette ligne d'inscription budgétaire ne pourra être utilisée qu'à cette fin. Donc si on a par exemple un budget où on a prévu 60 millions d'euros en personnel et 40 millions d'euros en frais de fonctionnement, si on décide de se dire finalement non, on va recruter plus et on va faire appel moins à des prestataires extérieurs, eh bien on ne peut pas. Donc on ne pourra pas avec le budget tel qu'il a été rédigé en début d'année. Donc il faudra passer par ce qu'on appelle une modification budgétaire, vous verrez ça tout à l'heure aussi,
Et on ne peut pas non plus dire il reste de l'argent sur les articles de frais de fonctionnement, eh bien on va enregistrer les dépenses de personnel sur une dépense de fonctionnement, ça ne fonctionne pas. Et alors, il y a un principe de publicité. Donc, le budget est voté en séance publique du Conseil. Chaque citoyen a le droit de prendre connaissance du budget. Donc, il est publié sur le site de la commune. Il est publié également aux valves de la commune, ou en tout cas, l'annonce de sa publication sur le site est faite aux valves de la commune. Et donc le fameux principe le plus périlleux, c'est l'équilibre budgétaire. Donc ça veut dire que les dépenses doivent être couvertes à 100% par des recettes. On ne peut pas remettre un budget en déséquilibre. On ne peut pas non plus avoir un budget en boni, mais bon, ça c'est assez rare de pouvoir se permettre d'avoir un budget en boni. Et donc, on a parlé tout à l'heure de la nouvelle loi communale. Donc, quand vous voyez NLC, c'est nouvelle loi communale. Vous le verrez souvent, en fait, dans votre parcours de mandataire, cette abréviation NLC. Donc, moi, je vous encourage à chaque fois pour apprendre. C'est ce que nous, on a fait en tant que fonctionnaire quand on a commencé notre carrière. C'est chaque fois qu'on a une référence à un article, on va voir de quoi ça parle. Et parfois, on tombe sur des surprises. Et on découvre chaque fois des nouvelles choses. C'est vraiment une loi qui est très bien faite et qui régit parfaitement le fonctionnement des administrations locales. Et donc chaque année, précise l'article 241 de la nouvelle loi communale, avant le 31 décembre, le conseil communal approuve le budget des dépenses et recettes de la commune pour l'exercice suivant. Alors vous voyez déjà, on est mal embarqué pour 2025. On ne respecte pas la loi. En même temps, c'est pas évident quand les conseils ont été mis en place en décembre de pouvoir se dire qu'ils ont déjà réfléchi à toutes les politiques qu'ils vont vouloir mener en 2025. En plus, cette année, on doit partir sur une période de 3 ans et d'avoir inscrit toutes les dépenses et toutes les recettes qui sont liées à ces politiques qu'on veut mener en 2025. Par ce vote, le conseil communal donne un mandat au collège pour engager les dépenses, percevoir les recettes prévues. C'est un acte d'autorisation et donc il revient au receveur communal, c'est-à-dire aux responsables financiers des communes, d'encaisser toutes les sommes dues à la commune par les différents redevables. Ah oui, alors c'est encore pour moi. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on est mal embarqué cette année en 2025 parce qu'il y a eu des élections et que les conseils ont été installés relativement tard par rapport à l'année budgétaire et que 2 fois par législature, lors du premier et du 4e budget, le collège soumet au conseil communal un plan triennal. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas un budget sur 1 an, c'est un budget sur 3 ans. Et donc, on doit définir toutes les politiques qui vont être menées sur les 3 premières années de la législature. Pour chaque poste de dépenses et de recettes, ça demande un travail considérable et notamment une note explicative qui vient de la majorité en place et qui doit expliquer toutes les politiques qui vont être menées pendant les 3 années qui viennent. Et cette note doit être mise en relation avec les chiffres dans le budget. Et donc, si on détermine, par exemple, qu'on va ouvrir une crèche, eh bien, on doit prévoir dans le budget et dans le plan triennal le moment où la période pendant laquelle on va faire les travaux de la crèche, donc par exemple année 1, année 2, parce qu'il y a la période de l'étude, la construction de la crèche, l'ouverture de la crèche, tout doit être prévu dans les 3 années qui correspondent, et cela pour toutes les politiques qui vont être menées par la commune
dans les 3 années qui viennent. Vous verrez, c'est un document qui est important et qui est le fil conducteur des 3 premières années de la législature. Merci. Alors, nous allons parler brièvement du cycle budgétaire. Donc, évidemment, un budget, ça ne se fait pas en 2 coups de cuillère à peau, loin de là. Donc, vous avez d'abord la préparation qui est orchestrée, en général, c'est par les services du receveur. Donc, on collationne, on récolte toutes les informations, toutes les projections du budget. 5 minutes, très bien. Merci. On va aller très vite. Hein. Donc les budgets les propositions budgétaires sont récoltées par les services du receveur. Nous en faisons une proposition au collège à partir du moment, évidemment, où l'équilibre est atteint. À partir du moment où le collège approuve cette proposition, eh bien, il y a ensuite un comité d'accompagnement qui est réalisé avec l'inspecteur régional, qui vérifie évidemment de quoi il retourne. Il a 15 jours pour se prononcer. Avec son accord, rebelote, on passe au collège. Le collège là, approuve définitivement le budget. Et ensuite, les documents, une fois qu'ils sont validés par le collège, sont transmis au conseil communal. Il y a une quinzaine de jours entre le collège et le conseil pour que les conseillers communaux puissent prendre connaissance du budget. Et une fois que le conseil communal a voté le budget en sa séance, eh bien, les documents sont transmis à la tutelle. Et la tutelle a 40 jours pour valider le budget. Tant que la tutelle n'a pas validé le budget n'est pas exécutoire. Et donc, voilà, il faut attendre. Alors, donc on l'a déjà dit tout à l'heure, donc le budget c'est un tout. On ne peut pas présenter une partie des documents. Donc, il est constitué du budget ordinaire, on l'a dit, du budget extraordinaire et des annexes qui sont de plus en plus nombreuses d'année en année. Les annexes, ça parle de tout, hein, ça parle du personnel, ça parle de la dette. Enfin voilà, il y en a quelques-unes à présenter. Alors, finalement, on n'a pas encore dit exactement quelle était la différence entre le budget ordinaire et extraordinaire. Eh bien, le budget ordinaire, en fait, c'est toutes les opérations récurrentes de l'année. Donc, c'est toutes les opérations, aussi bien en dépenses et en recettes, qui se produisent chaque année, chaque exercice financier. Et ça permet un fonctionnement régulier de la commune. Donc, c'est par exemple le paiement des traitements du personnel, c'est par exemple l'entretien des parcs, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est vraiment l'achat d'un BIC, parce qu'un BIC, c'est censé durer 1 an. Alors, par contre, vous avez le budget extraordinaire, et donc là, ça concerne tous les achats exceptionnels, ou en tout cas tous les investissements. Donc ce sont des dépenses qui affectent durablement le patrimoine communal. Donc un exemple, c'est la réfection d'une voirie, c'est le placement d'une chaudière, par exemple, dans une école. Merci. C'est vrai que ça arrive souvent. Voilà, sur toutes ces choses. Lorsqu'on vend un bijou familial, par exemple, un bâtiment, c'est une recette extraordinaire. Voilà, donc vous avez compris la notion de plus d'un an, un an ou plus d'un an. Je passe alors rapidement aux catégories que vous retrouvez dans un budget d'abord ordinaire. Donc, par rapport aux dépenses, vous avez plusieurs catégories. Vous avez d'abord les dépenses de personnel. Alors là, c'est évidemment très facile, c'est toutes les dépenses liées au personnel, le traitement, les préavis s'il y en a malheureusement, les chèques repas, les pensions. Les cotisations de pension sont reprises dans les dépenses de personnel. Les dépenses de fonctionnement, ça c'est très facile, hein, c'est le fonctionnement normal d'une commune, hein, donc l'entretien des parcs, voilà, la location du PC qu'on apporte au personnel communal, la location, j'ai dit, pas l'achat.
Alors, vous avez une troisième catégorie, ce sont les transferts. Donc, les dépenses de transfert, c'est quoi? En fait, ce sont notamment les dotations. Donc, dotations auprès des CPS, dotations auprès de la zone de police, dont fait partie la commune. Ce sont des montants très, très importants, de plus en plus. Et enfin, vous avez les dépenses de dette. Et les dépenses de dette, c'est quoi? C'est en fait le remboursement de la charge de la dette. Donc, on y retrouve notamment les intérêts et le capital des emprunts communaux existants. Alors, en recettes, vous avez les recettes de prestations. Donc, ça, c'est tous les produits en fait qui sont vendus entre guillemets par l'administration. Donc, vous avez par exemple la célébration des mariages. Il y a évidemment une redevance pour ce genre d'événements, d'heureux événements. Vous avez aussi la location de biens. Hein. Donc, si la commune dispose de locaux ou d'immeubles, eh bien, ce seront des recettes de prestations. Vous avez les recettes de transfert. Ça, c'est tout ce qui est taxes. Vous y retrouvez aussi la dotation générale aux communes, qui est une dotation importante dans un budget. Et enfin, vous avez les recettes de dette. Et les recettes de dette, c'est de plus en plus limité dans les communes. C'est quoi? Ce sont par exemple les intérêts créditeurs hein, sur des comptes placés par la commune, ou encore des participations dans des sociétés de droit public, par exemple, des participations que les communes auraient dans Sibelga, par exemple. Et alors, vous avez ce système de prélèvement, aussi en dépenses et en recettes. Les prélèvements, c'est l'utilisation, la constitution ou l'utilisation de réserves dans le cas où des bonis seraient dégagés, hein, des marges seraient dégagées. Je te tends le micro. Alors, pour l'extraordinaire, ça fonctionne exactement de la même façon. Donc, en dépenses, il y a les dépenses d'investissement. Donc, vous construisez un bâtiment, vous construisez une route, c'est une dépense d'investissement. Une dépense de transfert, c'est quand vous faites un subside en capital à une association, une autre entité juridique que la commune. Une dépense de dette, ça c'est quand vous achetez des parts dans une société de droit public. Et donc la dernière dépense de dette de la commune d'Anderlecht, c'est une prise de participation dans l'intercommunal d'inhumation qui a été prise, et donc ça se comptabilise en dépenses de dette. Dépenses de prélèvement, c'est quand on dote, on fait des réserves du côté du budget extraordinaire. Alors, les recettes de prestations, je ne pense pas en budget extraordinaire, mais bon, au niveau des recettes, au niveau du budget extraordinaire, on a principalement des transferts, on a principalement des recettes d'investissement, là ce sont des ventes d'actifs, on a principalement de la dette, donc c'est le produit des emprunts. Donc on achète un bâtiment, on met la dépense d'investissement, ce qu'on paye pour le bâtiment en dépenses d'investissement, on finance cela par un emprunt, on met l'emprunt en recette. Je sais que c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et puis une recette de prélèvement, c'est quand on a constitué des réserves ou des provisions, on va prélever sur ce fonds de réserve. Donc imaginons qu'on a vendu l'année dernière un bâtiment et que cette année, puisqu'on a parlé d'annualité du budget, cette année on voudrait utiliser l'argent qu'on a obtenu en vendant le bâtiment pour la construction d'une école, eh bien on doit prélever sur le fonds de réserve où on a mis cela. Donc, on ne va pas s'attarder sur les codes fonctionnels et codes économiques. Je pense que vous allez recevoir les slides. Donc, c'est hyper important de lire ce slide attentivement pour pouvoir, après, lire un budget. Parce que si vous ne savez pas lire un budget, on va vous raconter n'importe quoi. Voilà. 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 Alors, juste un petit mot. Tout à l'heure, on a dit qu'on n'avait pas encore de budget. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas encore de budget?
Est-ce qu'on est comme aux États-Unis en période où on ne peut rien faire et la commune arrête de fonctionner? Eh bien non. En fait, nous avons un système qui s'appelle le système des crédits provisoires ou 12e provisoire. Et pour le budget de fonctionnement, le budget ordinaire, on peut chaque mois disposer d'un 12e des crédits qu'on avait l'année précédente pour le fonctionnement de la commune. Et on peut payer évidemment les loyers, les salaires des fonctionnaires et les primes d'assurance, ainsi que toutes les dépenses qui, si on ne les payait pas, mettraient en péril la continuité de l'administration.